Bonjour à tous, merci d'écouter Podio Tout Terrain. Tous les mois, dans ce podcast, on vous raconte une belle histoire de sport, un événement marquant. On part à la rencontre d'un athlète célèbre ou qui mérite de le devenir. Tous les mois, on vous emmène sur un nouveau terrain de sport. Et pour ce 8e épisode, on a choisi le terrain de futsal. Vous allez sûrement découvrir beaucoup de choses à propos de cette discipline grâce à François Pinet. Il est parti à la rencontre de Steven Moreau, c'est un des spécialistes du futsal en France. Commentateur pour futsalzone.tv, la plateforme digitale qui diffuse tout le championnat de France et les matchs de l'équipe de France. Attention, Boulaïba! Oh, quel but de Boulaïba! C'est la voix du futsal qui nous explique tout, les origines, les règles spécifiques, le niveau actuel en France, les ambitions pour la suite. Entretien réalisé à la Halle Carpentier à l'occasion d'un entraînement du Sporting Club de Paris. Bonne écoute! Bonjour Steven. Bonjour. On se trouve sur un terrain que tu connais bien puisque nous sommes dans les tribunes de la Halle Carpentier dans le 13e arrondissement à Paris et c'est ici que s'entraîne le Sporting Club Paris, équipe de première division, l'équipe qui s'entraîne d'ailleurs en ce moment même. Tu les connais bien puisque tu commentes les matchs de D1 de futsal. On va parler bien sûr du développement du futsal avec toi Steven, mais d'abord pour ceux qui sont perdus entre Urban Foot, le Five, le futsal, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas du tout faire la différence. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la particularité du futsal ? Ouais, la particularité du futsal, c'est déjà ça se joue dans un gymnase, vous l'entendez peut-être le bruit du parquet. C'est, on joue avec du 5 contre 5, les remplacements sont illimités, on a du temps de jeu effectif de 2 fois 20 minutes. Et puis c'est un sport très rapide, très intense, très technique, très tactique. Et en effet, ça fait des belles audiences parce qu'on ne s'ennuie jamais, il y a toujours des retournements de situation. Et voilà en gros les principales caractéristiques. Le ballon aussi ne rebondit quasiment pas, il est lesté en fait, donc il est plus lourd. C'est fait aussi en sorte pour développer le jeu au sol et la rapidité. Alors il y a quelques règles justement, des règles bien précises, bien spécifiques. Quelles règles par exemple sur les touches, c'est au pied, c'est ça ? Ouais, les touches sont au pied, je disais le temps de jeu effectif, du coup on arrête le chrono. On arrête le chrono exactement au moment où le ballon est sorti, ce qui fait que on a au moins du temps de jeu qui est vraiment relatif à ce qui se passe sur le terrain. On peut aussi utiliser le power play, c'est-à-dire que le gardien peut sortir de sa cage et être remplacé par un autre joueur, ce qui se fait généralement en fin de match pour essayer d'aller mettre la pression ou d'aller rattraper un score. Et puis, il y a des fautes collectives aussi, 5 fautes collectives. À partir de la 6e, on a un coup franc au 10 mètres sans mur. Donc voilà, c'est des petites règles à connaître. C'est vrai que le futsal, évidemment, c'est du foot, on joue avec les pieds, le ballon, mais il peut aussi se rapprocher du basket, du hand, du hockey, parce que ça reste aussi un sport de salle. Alors justement, quand tu cites ces règles-là, ce qui est amusant, c'est de remarquer qu'il y a certaines personnes qui réfléchissent pour le foot à 11 et qui réfléchissent à ce genre de règles. Les touches au pied, le temps de jeu effectif. À la FIFA, on en parle. Alors, c'est pas encore mis en place, mais ça peut inspirer le foot à 11. Exactement. Mais alors, je me rappelle d'un tweet qui m'avait vraiment marqué où c'était justement le président de la FIFA qui disait on est en train de réfléchir à ces règles-là. Et c'était quelqu'un que je connaissais dans mon feed Twitter qui avait dit mais en fait, faut juste regarder le futsal parce que c'était vraiment ça. Les touches au pied, on le fait. Je crois qu'il y avait des cartons jaunes avec des exclusions temporaires. Alors, ça se fait aussi un petit peu sur le futsal. Enfin, on a des cartons jaunes et des cartons rouges où on va être pendant 2 minutes à 4. Enfin, voilà, il y a des règles en fait qui peuvent se rapprocher et c'est vrai que je pense que le foot à 11 peut vraiment s'intéresser à ces règles-là et les appliquer aussi pour rendre ce sport peut-être, alors je sais pas, chacun va dire un petit peu quel côté on se met, mais peut-être plus intéressant parfois, je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, peut-être plus spectaculaire. On va faire un petit peu d'histoire pour connaître un peu plus le futsal. Ça vient d'où le futsal ? Le futsal, ça a été créé en Uruguay juste après la Coupe du Monde 1930 et puis en fait tout simplement ça s'appelle le futsal parce qu'à la base c'était appelé foot de salon et puis ensuite il y a eu un raccourci entre guillemets de la dénomination et voilà, ça vient de là et puis ensuite ça s'est bien développé. Évidemment, c'est vrai que c'est un sport qui est beaucoup plus pratiqué dans les pays sud-américains. C'est vrai que par exemple des pays comme le Brésil sont assez en avance, mais voilà, ça se développe aussi largement en Europe notamment. Justement, je voulais te poser la question juste après. Quels sont les pays qui sont le plus en avance ?
Alors, en ce moment, le Portugal est en train de tout gagner sur la scène mondiale et européenne parce qu'ils sont champions du monde, champions d'Europe consécutivement. Maintenant, le Brésil est le pays le plus titré avec 5 titres de champion du monde. En Europe, voilà, il y a vraiment le Portugal, l'Espagne, l'Italie qui ont des gros championnats. Et puis après, il y a des équipes aussi comme par exemple l'Iran qui sont des sélections qui sont très fortes au futsal, contrairement par exemple au foot à 11. Et puis l'Argentine, évidemment, qui est toujours bien placée aussi. Le Kazakhstan est très bon aussi au futsal. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a certaines sélections qui abusent un petit peu de naturalisation. Donc, ça peut parfois un petit peu poser des soucis. Mais voilà, pour les grosses nations du futsal, en tout cas, le Portugal actuellement est vraiment le leader mondial. Est-ce que tu as quelques noms là, des meilleurs joueurs de la planète ? Peut-être que les gens qui nous écoutent vont vouloir en connaître plus et donc vont taper sur Internet le nom des meilleurs joueurs pour voir un peu leur performance. Alors, on va dire que probablement le meilleur joueur du monde actuel, c'est Ferrao, c'est un Brésilien qui joue pivot et qui joue au club du Barça, qui est vraiment excellent. Et je vous invite à aller voir un peu ses buts. Il a vraiment ce rôle de pivot, c'est-à-dire qu'il va jouer dos au but et ensuite se retourner, partir à droite, à gauche. C'est très compliqué pour le défenseur. Après, pour une des légendes de ce sport qui joue encore et qui joue en France, c'est Ricardinho, qui a été 6 fois Ballon d'Or. C'est pareil, sur YouTube, tapez Ricardinho, vous allez voir pas mal de ces jolis buts. Et puis on a aussi Falcao, qui a été un peu l'une des légendes de ce sport, qui est toujours une légende, qui était brésilien, et pareil, qui a marqué un petit peu ce sport. Podio, tout terrain, tout terrain, tout terrain, tout terrain. Ils sentent aussi qu'il y a une amélioration au niveau de la précision des passes, de l'implication, de l'intensité, etc. Donc je pense que oui, les clubs professionnels ont compris l'intérêt et je pense qu'à terme, chaque club professionnel aura une section de futsal. En tout cas, c'est le souhait. Podio, tout terrain. Alors la France dans tout ça, on a encore du retard, d'après ce que tu dis, c'est pas le pays où c'est le plus avancé, le futsal, c'est en développement, mais il y a du retard. Qu'est-ce qui pourrait permettre, selon toi, de combler ce retard avec les autres nations ? Après, c'est une culture aussi. En effet, en France, on a quand même beaucoup plus tendance pour l'instant à jouer au foot à 11. Et ça, j'ai l'impression aussi que ça commence à changer. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train de se faire avec les clubs qui créent leur académie de futsal. De plus en plus, on le voit pendant les vacances, ça m'est arrivé d'aller voir certains clubs où tu vois des stages de futsal de 50, 60 enfants. Je trouve ça super à voir. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais de base, c'est aussi une culture qui est présente dans d'autres pays où on joue dès 4, 5, 6 ans. Il y a des tournois toutes les semaines en Espagne, au Portugal. En France, c'est encore pas le cas, mais voilà, ça commence doucement. Alors tu parlais des clubs, c'est vrai qu'il y a certains clubs, si on regarde la liste des clubs qui sont en D1, il n'y a pas de club de Ligue 1 de foot à 11 représenté. Il y a des clubs de Ligue 1 quand même qui développent à côté leur académie de futsal. Ouais, ça se développe de plus en plus. L'exemple le plus connu, c'est l'Olympique Lyonnais, qui est souvent précurseur un petit peu dans ce domaine-là. Jean-Michel Aulas qui a beaucoup envie de développer ce côté-là. Juninho qui était le directeur sportif aussi, qui a commencé par le futsal. Et puis l'Olympique Lyonnais qui a un beau projet. Alors ils sont en régional pour l'instant, ils vont certainement monter cette année. Ils ont beaucoup de jeunes aussi de l'équipe de France. On peut continuer, bien sûr. Donc l'Olympique Lyonnais principalement. Après, l'AC Ajaccio, qui est un club qui joue en D2 pour l'instant. Et puis, il y a eu beaucoup de créations l'année dernière, que ce soit Metz, Strasbourg. Il y a des clubs comme Valenciennes, comme Lorient aussi, qui sont présents en régional. Donc, ça monte doucement. Et je pense que oui, à terme, ça sera probablement une des évolutions aussi pour la médiatisation et la professionnalisation. Justement, tu parlais de Juninho. Je voulais te lire une déclaration. C'est à l'époque où il était encore le directeur sportif de l'OL. Il disait qu'il avait joué au Brésil entre ses 9 ans et ses 16 ans, en parallèle du foot à 11, et que c'était un grand passionné de futsal. Et il dit « Je pense qu'il est bon dans un club d'avoir une école de foot ouverte au futsal, car ça peut aider les jeunes à se développer. » Ouais, il a tout à fait raison. Il y a plein d'exemples qui montrent. Alors, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir cet ambassadeur, Wissam Ben Yedder. Je pense que le fait qu'il performe énormément en équipe de France en Ligue 1,
c'est vrai que les médias généralistes souvent aiment bien glisser ce côté, voilà, il vient du futsal et tout. Donc les centres de formation, les académies ont tout intérêt. De toute façon, avec Lyon, on le voyait avec Maxence Cacré qui a beaucoup joué au futsal, Bruno Guimarães qui est parti à Newcastle aussi, qui avait un style de jeu vraiment spécifique au futsal. J'ai écouté d'ailleurs un podcast sur RMC Scouting sur la formation lyonnaise et il y avait Amaury Barlet qui est un formateur de jeunes qui expliquait que depuis quelques années, ils ont en fait modifié une séance hebdomadaire pour rajouter du futsal et du coup dès les U10, U11, U12 en fait ils font une session par semaine où ils sont uniquement sur du futsal et les jeunes aiment bien et puis ils en voient aussi les bénéfices. Alors c'est toujours dur un petit peu à quantifier mais ils sentent aussi qu'il y a une amélioration au niveau de la précision des passes, de l'implication, de l'intensité, etc. Donc je pense que oui, les clubs professionnels ont compris l'intérêt et je pense qu'à terme chaque club professionnel aura une section de futsal. En tout cas c'est le souhait et en Belgique par exemple c'est le cas là tout récemment. Allégoïque qui est un des meilleurs clubs belges assez connu sur la scène européenne a été un petit peu elle est une fusion avec Anderlecht qui est un club évidemment belge bien connu et je pense que peut-être qu'on y viendra aussi en France. Alors il y a aussi c'est porté par la Fédération française de football hein, le futsal, c'est géré par la Fédé qui a lancé le pôle France, c'est ça ? Ouais, exactement. La Fédération française de foot qui essaye aussi de développer ce sport. On est entre 30 et 35 000 licenciés là actuellement. Il y a un pôle espoir en effet qui s'est créé à Lyon depuis quelques années. C'est géré par Raphaël Reynaud qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Il y a un travail de fond qui est fait avec des jeunes qui sont dans ce pôle de 16 à 18 ans et qui sont formés tactiquement, mentalement sur pas mal de choses. Et on en voit aussi les fruits parce que les U19 notamment se sont qualifiés pour le championnat d'Europe. On a Amin Ben Slama qui a joué en équipe de France, qui est un tout jeune joueur qui joue d'ailleurs en Espagne. C'est le seul Français qui joue en Espagne, qui est, on va dire, le meilleur championnat du monde et qui vient du pôle espoir. Donc voilà, plus on aura de pôles comme ça, je sais que il y a des discussions aussi peut-être pour en avoir un deuxième. Donc c'est vraiment un souhait aussi de la fédération de développer cette équipe de France qui reste aussi la vitrine. Bon voilà, maintenant il ne faut pas aussi oublier le travail que font les clubs au quotidien. Mais en effet, ce pôle espoir, c'est vraiment quasiment unique en Europe. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant quand on voit un peu comment ça travaille, c'est très très solide. On imagine, nous qui ne sommes pas des spécialistes, que ça peut être un tremplin, une volonté justement de faire du futsal en attendant pourquoi pas d'avoir un contrat dans un club pro en foot à 11. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que c'est juste notre imaginaire ? Est-ce que les joueurs de futsal considèrent que le futsal c'est un tremplin ? Je pense que ça a peut-être été ce cas-là il y a quelques années, mais sincèrement, quand j'échange moi par exemple avec la plupart des joueurs de l'équipe de France, en fait, ils commencent par le foot à 11 parce que c'est plus accessible, c'est plus simple, etc. Et en fait, il y a souvent, alors chacun a sa propre histoire, mais il y a souvent un déclic. C'est par exemple, un pote m'a proposé de venir au club de futsal du quartier. Et puis j'ai joué, puis j'ai adoré ça. Et puis en fait, à un moment, il fallait faire un choix aussi. Puis je me suis tourné vers le futsal. Donc je pense pas que les joueurs arrivent au futsal en se disant ça peut m'aider, etc. Et je pense même qu'on va avoir de plus en plus aussi ce chemin inverse. On l'a un petit peu là avec Moussa Haddad, qui est un joueur de Kingersheim, qui était au centre de formation de Nancy et qui n'a pas été conservé et qui s'éclate en D1 de futsal. Là, on est au club du Sporting. Ayoub Sadawi aussi, qui a joué à Sedan au niveau national. Il me disait, moi, j'aurais peut-être pu continuer le foot à 11, j'aurais peut-être pu essayer d'aller plus loin, mais est-ce que je suis pas mieux à être joueur de l'équipe de France, à jouer devant 3000 personnes des France-Brésil et de représenter mon pays que d'être en CFA2 par exemple dans un club. Voilà, c'est aussi ce choix-là et je pense que le futsal peut apporter ce genre d'émotion que le football ne pourra peut-être pas procurer à un certain niveau. Et après, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, évidemment. Donc on se demande comment vivent ces joueurs de futsal de première division. Ils ont un contrat, ils sont professionnels, ils sont amateurs. Alors c'est toujours un petit peu flou sur le côté financier. Il faut savoir qu'il n'y a pas encore vraiment de contrat professionnel, c'est vraiment dans les tuyaux de la fédération. Je pense que l'année prochaine, ou en tout cas à très court terme, ça sera effectif. Et il y aura des contrats fédéraux qui vont un petit peu protéger les joueurs. On suit en même temps l'entraînement du Sporting. Ouais, alors là, en plus, ils sont en train de faire ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle le Peladao, où c'est un jeu où tu peux marquer que de la tête. Et quand ils jouent à ça, ils sont totalement fous, les joueurs. Donc non, oui, je disais, en fait, c'est différent selon les clubs. Il y a des clubs qui sont vraiment très professionnels, qui peuvent payer des joueurs, qui ont des loyers, qui ont des voitures de fonction, des appartements de fonction. D'autres qui n'ont vraiment pas de budget, où c'est des joueurs qui
ne sont pas payés, puis certains qui font des choses à côté, qui sont par exemple éducateurs dans le club ou qui ont d'autres activités. Voilà, c'est pareil, ça va aller dans le sens de la professionnalisation. Pour l'instant, même en équipe de France, allez, comme ça, il y a peut-être encore la moitié de l'équipe qui travaille à côté. Alors on est en plein entraînement du Sporting, qui est un club de première division qui joue le titre d'ailleurs cette saison. Et tu me disais que dans le club du Sporting, il y avait aussi pas mal d'étrangers, notamment des Brésiliens. Ouais, alors c'est une culture aussi du Sporting, qui est un club fondé par la famille Lopez, qui est d'origine portugaise, d'où un petit peu aussi cette appellation. Club historique en effet de l'AD1 de futsal. Il y a une grosse communauté brésilienne au Sporting, mais de manière générale, il y a une grosse communauté dans la plupart des clubs parce que ça reste les meilleurs et parce que même des joueurs brésiliens qui sont, par exemple, je dis n'importe quoi, en division 2 italienne, feront partie de très bons joueurs en D1 française parce qu'ils ont quand même encore cet avantage, cette culture aussi futsalistique dans leur pays. Bellage. Maïko, s'il arrive à se retourner vers Sid Bellage. Et le deuxième but. Podio tout terrain. On ne s'ennuie pas, il y a de la musique, on est un petit peu comme sur un match de basket, alors toute proportion gardée, mais on a ce show de lumière, ce show de musique, l'entrée des joueurs. Et pour des Jeux Olympiques, je pense que le futsal aurait clairement sa place et trouverait son public, c'est sûr. Alors, l'équipe de France, on n'a pas encore parlé, mais on imagine qu'elle doit aussi rattraper un retard. C'est quoi le niveau de l'équipe de France à peu près dans le monde ? Ouais, l'équipe de France, actuellement, ils sont 20e au classement FIFA. Cette semaine, il y a eu une double confrontation face à la Slovénie, une équipe que la France n'avait jamais battue en 8 confrontations, et il y a eu une victoire de l'équipe de France, et surtout un match qui était un peu un match de gala face au Brésil. Défaite 3-2 assez in extremis, et on a vu vraiment les progrès de cette équipe de France. Le travail que Raphaël Reynaud fournit est extraordinaire aussi dans la confiance qu'il apporte à ses joueurs, parce que souvent en fait en équipe de France on a eu aussi ce côté on est une équipe amateur, on va se frotter à des professionnels, et peut-être qu'à un moment il y a eu aussi une sorte de perte de confiance, de manque de mentalité de gagneur, et voilà, depuis Raphaël Reynaud ça c'est présent, et on le voit au niveau des résultats, et l'équipe de France progresse et pareil se professionnalise aussi au niveau du staff, au niveau des outils, et on le ressent clairement dans les résultats. Et au niveau mondial justement, est-ce que tu penses que le développement du futsal passe par exemple, on en parle un petit peu, par une entrée aux Jeux Olympiques? Parce que c'est vrai qu'il y a ces critiques sur le foot à 11 aux Jeux Olympiques. Certains disent que le foot à 11 n'a pas sa place, c'est un autre débat, mais le futsal pourrait totalement peut-être remplacer le foot à 11 au JO. Ouais, c'est un très très bon sujet, et c'est vrai que le futsal a clairement sa place, parce que le futsal, au-delà de ce côté sport, c'est un show. C'est-à-dire que moi je vous invite vraiment à aller voir un match à côté de chez vous, en D1, en D2. On ne s'ennuie pas, il y a de la musique, on est un petit peu comme sur un match de basket, alors toute proportion gardée, mais on a ce show de lumière, ce show de musique, l'entrée des joueurs, et pour des Jeux Olympiques ça aurait clairement sa place quand on voit du beach volley, même du beach soccer ou d'autres sports un petit peu qui sont un peu plus méconnus. Je pense que le futsal aurait clairement sa place et trouverait son public, c'est sûr. Et la prochaine échéance du futsal, il y a la Coupe du Monde, c'est ça, organisée par la FIFA, ce sera en 2024 ? Ouais, la Coupe du Monde avec les qualifications qui vont commencer dès la saison prochaine. Alors, ça sera peut-être un petit peu encore tôt pour l'équipe de France. Le projet de Raphaël Reynaud, c'est vraiment la qualification pour l'Euro 2026, parce qu'il faut savoir aussi que les qualifications pour la Coupe du Monde, elles sont très compliquées. Il n'y a pas beaucoup de place pour les pays européens. Et donc, l'objectif, c'est vraiment 2026. Mais l'équipe de France, pour connaître la plupart, évidemment, ce sont des compétiteurs et ils feront tout pour aller jouer cette Coupe du Monde. Et si tu dois faire un pari là, sur l'avenir, sur le futsal, est-ce que tu penses que ça va prendre en France? Est-ce qu'en France, les sponsors vont suivre? Parce qu'évidemment, c'est important. La médiatisation, le public, les licenciés, tout ça va progresser. J'espère. C'est toujours un petit peu dur à savoir. Moi, je suis retombé il y a... Ça m'a presque fait un petit peu mal. Je suis retombé il y a 10 ans sur une production avec l'équipe de France 98, et je crois que c'était les anciens du PSG, où on voyait Zidane et Aimé Jacquet à Bercy qui parlaient du futsal, qui disaient le futsal c'est un sport d'avenir, etc. Alors ça se développe clairement. Quand tu parlais du public, je cite souvent Laval qui arrive à remplir son espace Mayenne avec plus de 3500 spectateurs à chaque match. Ici au Sporting, quasiment chaque match à domicile, ils arrivent à faire 600, 700 personnes. Il y a vraiment un intérêt du public de plus en plus global.
Maintenant, il faut être patient aussi. C'est souvent aussi ce côté-là. On aimerait évidemment que ça aille plus vite. On aimerait que chaque club ait par exemple une salle de 5000 personnes, que pourquoi pas le futsal soit diffusé sur une chaîne grand public, on ait plus de sponsors, etc. Mais ça prend du temps. On peut pas faire ça du jour au lendemain. Mais sincèrement, les signaux sont vraiment positifs. Je pense que l'année prochaine aussi, on va avoir une retour à la D1 avec 12 clubs. On va avoir le retour des playoffs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc les playoffs aussi, ça apporte une certaine dimension aussi à cette fin de saison. On a, je le disais, l'Euro Espoir, les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc je pense que l'année prochaine, ça va être une belle année aussi pour le futsal. Et puis voilà, le développement de l'équipe de France. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont en cours. Parfois les clubs, parfois les fans de futsal aimeraient aussi peut-être que la Fédé fasse plus, parce qu'on peut se dire, voilà, la Fédération française de football, elle pourrait faire encore plus, mais elle fait déjà beaucoup. Elle travaille aussi dans l'ombre. Parfois, les gens ne s'en rendent pas compte. Tout le monde doit aussi mettre sa pierre à l'édifice. Voilà. On est tous un peu ensemble dans le même bateau. À une époque, c'était peut-être pas le cas. Les clubs pensaient à eux. C'était plus compliqué. Mais là, je pense que tout le monde a compris que on fera progresser le futsal tous ensemble. Merci beaucoup, Steven. Merci à toi pour l'invitation. C'est toujours cool de pouvoir parler de futsal. Et bravo pour ce podcast. C'est super en tout cas. Merci beaucoup, Steven. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté le 8e épisode de Podio Tout Terrain. Merci bien sûr à Steven Moreau d'avoir accepté l'invitation de François. Vous le retrouvez sur futsalzone.tv pour suivre notamment la fin du championnat de France de D1, avec notamment le Sporting Club de Paris qu'on remercie de nouveau pour son accueil à la Halle Carpentier. J'espère que cet épisode de PTT vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast, ou même nous envoyer un petit message. Et si vous découvrez Podio Tout Terrain à l'occasion de cet épisode sur le futsal, eh bien n'hésitez surtout pas à rattraper les épisodes précédents. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify et les autres, et également sur Podio, pod2io.fr. C'est là que vous pouvez retrouver tous nos podcasts Podio produits depuis bientôt 1 an, ainsi que le choix de Podio. C'est une playlist de 20 podcasts de sport qu'on vous recommande d'écouter et qu'on met à jour régulièrement. Et vous trouverez également sur notre site le lien pour vous abonner à la newsletter de Podio qui est envoyée chaque mois avec toutes nos infos. Et justement, il va y avoir de l'actu Podio dans les prochaines semaines. Je vous le disais, Podio fêtera son anniversaire le 31 mai prochain et on vous prépare plein de choses à cette occasion. Donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn pour ne rien manquer de tout ça. Et rendez-vous maintenant le mercredi 25 mai pour un nouvel épisode de Podio Tout Terrain. À bientôt pour explorer ensemble de nouveaux terrains de sport.